Pierre Rabhi, bonjour. Bonjour. Difficile de ne pas vous connaître, mais nous nous plairons toutefois à l'exercice. Paysan, poète écologiste, vous avez écrit de nombreux ouvrages, dont l'un joliment intitulé « Vers la sobriété heureuse ». Cette année, avec la journaliste Juliette Duquesne, vous lancez aux Presses du Châtelet une série de carnets du monde. Après La faim dans le monde, les semences et les OGM, vous venez tous deux de publier Les excès de la finance ou l'art de la prédation légalisée. Pourquoi un tel sujet et un tel titre ? Disons parce que c'est une problématique majeure du monde d'aujourd'hui. Nous avons l'impression que l'argent domine au point que ça remet en question le patrimoine collectif de l'humanité. Moi, j'aurais aimé qu'on définisse que la Terre, personne ne l'a créée. C'est un patrimoine vital qui nous permet nous-mêmes de survivre, à d'autres créatures aussi de survivre, parce qu'on a pris le pouvoir sur tout ça. Que nous sommes là que depuis, les évaluations temporelles, nous ne serions que depuis 1 minute à 2 minutes dans cette réalité. Beaucoup, oui. Auparavant, donc, la Terre n'a pas eu besoin de nous, et nous sommes arrivés, et puis finalement, la grande question aujourd'hui, l'avènement de l'humanité, c'est quoi? Je recommande beaucoup un ouvrage de Osborne qui s'intitule « La planète au pillage ». Alors, ce livre est quand même pas une réponse, mais enfin un décryptage de la crise des subprimes et surtout les réformes qui ont été mises depuis en œuvre, mais qui ne sont, à vos yeux, pas suffisantes. Alors, il y a quand même un sujet un peu de fond. Le désir est le propre de l'homme, c'est sa force vitale. Finalement, empêcher ce désir de s'accomplir, c'est pas un peu utopique ? Non, le désir ne doit pas se faire au détriment des autres. Il est normal que chaque être humain ait ce qui lui est nécessaire pour sa survie. Seulement, le problème de nos sociétés, c'est qu'on outrepasse le désir personnel pour aller vers l'accaparement généralisé. Et justement, c'est pour ça qu'on a donné le titre de la prédation légalisée. Disons, la finance légalise la prédation, alors qu'au plan moral, c'est pas admissible que des êtres humains affament d'autres êtres humains parce qu'ils prélèvent beaucoup trop sur le patrimoine collectif pour finalement le dissiper et en faire et donc vous dénoncez en fait cette inégalité voilà. Alors, il y a une affaire qui a défrayé la chronique ces derniers temps, ce sont les Paradise Papers, qui a mis en lumière des pratiques d'optimisation fiscale qui, contrairement aux pratiques d'évasion fiscale, elles sont légales. Qu'est-ce que vous en pensez ? Il faut savoir si c'est moral ou immoral. Je pense qu'on ne peut pas fonctionner. L'être humain, il est dans des pulsions. Donc l'optimisation fiscale, pour vous, est immorale ? Disons, tant que le partage n'est pas le fondement de la société, c'est-à-dire, si le partage n'est pas le fondement de la société, c'est-à-dire l'équité, cette belle chose qu'on appelle l'équité, magnifique, qui fait que chaque être humain sur Terre reçoit ce qui lui est nécessaire, et qu'on ne voit pas des enfants mourir de faim, simplement parce qu'il leur manque un bol de riz chaque jour. Alors quand on dit la population mondiale, il faut savoir que 1/5 à peu près de la population mondiale accapare les 4/5 des ressources de la planète. Donc on part sur un déséquilibre qui humainement, bien sûr, au niveau des règles de la prédation, d'accord, on est malin, on arrive à être un bon prédateur, mais au niveau de la règle morale, le partage est quand même ce qui nous interpelle au plan moral. Alors, on va parler un peu d'écologie. Au moment où se déroule à Bonn la COP23 sur le réchauffement climatique, 15 000 scientifiques de 184 pays viennent de lancer dans le quotidien Le Monde un cri d'alarme sur l'état de notre planète. En France, quel conseil donneriez-vous à notre ministre de l'écologie, Nicolas Hulot, qui semble bien à la peine sur des sujets comme le nucléaire ou encore le glyphosate ? Il faut savoir qu'avant tout, Nicolas est un ami, que nous avons même réalisé un ouvrage ensemble. Qu'est-ce qui nous a rapprochés? C'est-à-dire une affinité d'esprit et de posture sociale. C'est-à-dire, tous les deux, on est soucieux quand même de la vie et de ce qu'elle devient la vie elle-même, qui implique évidemment les êtres humains.
Alors, je me doutais bien, c'est un peu héroïque de rentrer dans cette modification des choses, dans une écologie qui ne devrait pas être simplement une option politique, mais qui devrait être une conscience. Si on apprenait aux enfants qu'ils dépendent de la vie. L'autre jour, il y a une journaliste qui est venue me poser des questions sur l'eau parce qu'elle faisait une enquête sur l'eau. Je lui dis, Madame, vous faites une enquête sur vous-même puisque vous êtes vous-même de l'eau. Voilà, nous sommes tous là. Et le drame, c'est qu'on a séparé à quoi est dû le fait que l'être humain s'est autoproclamé le meilleur, au-dessus de tout, et donc en faisant selon son bon vouloir. Comment expliquez-vous que ce sujet de l'écologie soit pas au centre, enfin peut-être pas au centre, mais intéresse si peu de nos hommes politiques en général? Ben, par ignorance. Pendant la campagne, par ignorance, l'ignorance de toute l'humanité. Vous savez, je suis un agroécologiste. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas empoisonner la terre qui nous nourrit. On ne peut pas mettre du poison dans la terre pour obtenir la nourriture à laquelle nous devons nous-mêmes la vie. Alors, ce qui fait qu'on pollue notre propre organisme au point qu'il faut se souhaiter plutôt bonne chance que bon appétit avec la nourriture que nous ingurgitons. Donc, prendre conscience de cela, c'est quand même élémentaire de savoir on ne peut pas mettre dans les circuits de la vie du poison et ensuite se considérer comme non impliqué dans ce drame. On est impliqué dans ce drame qui probablement est à l'origine de pas mal de pathologies. Alors les scientifiques donc, qui ont signé cette tribune dans le Monde vont assez loin puisqu'ils proposent de limiter le nombre d'habitants sur Terre et donc ce qui consiste à limiter le nombre de naissances. C'est entendable pour vous, ça? Non, moi je n'approuve pas cela parce que quand on prend l'ensemble de l'humanité, il y a vraiment une humanité qui est souffrante sur cette Terre, qui n'a même pas accès à de l'eau potable, à de la nourriture, etc. C'est bien joli, nous, bien nourris, etc., de faire des grandes proclamations, mais à la condition qu'on ne parte pas sur l'idée, c'est parce que nous sommes nombreux. Vous savez, un être humain dans le monde du développement, il consomme 4 à 5 fois ce qui lui est nécessaire. Et regardez la quantité... Vous êtes pour une meilleure répartition sur les denrées sur Terre que de limiter le nombre d'habitants. Et réduire le gaspillage. 30 à 40% de la créativité humaine dans les pays dits riches, c'est le superflu. Il n'y a qu'à visiter la décharge publique et le marché pour se rendre compte que nous produisons énormément de choses inutiles. Pourquoi produire ces choses inutiles? Aujourd'hui, il y a quand même pas mal de tentatives de recyclage, quand même. Oui, d'accord, mais enfin, c'est une goutte d'eau dans l'océan du problème. Le problème est beaucoup plus large que ça. C'est-à-dire qu'il faudrait arrêter de prélever en excès les ressources halieutiques, il faut arrêter de détruire les forêts, il faut arrêter de polluer la terre, etc. Je crois que cette espèce de réflexe du toujours plus, doit être remis, lui, en question. Et c'est pour ça que j'ai écrit un bouquin que j'ai intitulé « Vers la sobriété heureuse ». Heureuse, voilà. On en a parlé. Alors, vous nous parlez de forêt, vous nous parlez d'eau. Par le passé, des fonds spéculatifs ont tenté d'acheter des glaciers en Islande ou encore de mettre la main sur des permis d'eau en Australie. Est-ce que la nature a un prix? La nature a tellement de valeur qu'elle ne peut pas avoir un prix. Il ne faut pas confondre. Un prix, c'est réduire le côté majestueux de la vie au ridicule des dollars. Je veux dire, non, ce n'est pas une question de dollars. Et d'autant plus que la proclamation des uns et des autres, tout le monde est inscrit à la mort. Vous pouvez amener vos milliards, la mort ne négocie pas. Donc on est dans un temps provisoire. Alors faisons de cette vie quelque chose de beau, quelque chose de généreux, quelque chose de magnifique. Et là, on répondra à notre vocation d'êtres humains conscients. Alors, vous êtes un fervent défenseur d'une autre forme de finance, qui est une finance plus solidaire, plus éthique. Est-ce que vous pensez que l'intérêt général et la rentabilité peuvent faire bon ménage? Je reviens sur ce que j'ai dit, c'est-à-dire que ce qu'on appelle la rentabilité, c'est aujourd'hui toujours plus. Mais c'est ridicule, toujours plus. On ne peut pas mettre 3 chemises par jour, 4 pantalons, etc. Je veux dire, le problème aujourd'hui, quand j'ai émis cette histoire de sobriété heureuse, j'étais
le premier surpris de voir que ça résonnait bien, parce qu'on en est à plus que 300 000 volumes vendus. C'est pas bravo Pierre Rabhi, c'est pas du tout ça. C'est que les gens commencent à comprendre qu'on ne peut pas être dans la surabondance et consommer des anxiolytiques, des divertissements, veux-tu en voilà, donc fuir une réalité tout en détruisant le support même de la vie, qui est cette terre magnifique et cette planète magnifique. Mais si je ne m'abuse, je crois que la finance solidaire représente 10 milliards d'euros en France. C'est pas énorme pour l'instant. Ben, la finance est rentrée dans les mœurs. Oui. Vous allez dans un village traditionnel, vous prenez 100 personnes, vous demandez à ces 100 personnes d'amener leurs économies. Si vous collectez 300 €, c'est un miracle. Et vous dites, mais avec 300 €, 100 personnes ne peuvent pas vivre. Ben si, ils vivent parce qu'ils répondent directement à leur nécessité de survie. Ils ne passent pas par tout ce processus compliqué où la nourriture fait des milliers de kilomètres avant d'encombrer les routes, les camions, tout ça. Non, parce qu'ils vont directement, ils sont reliés à quoi? Aux sources même de la vie. Et si un jour, il n'y a plus de livraison de nourriture dans les villes, je ne vois vraiment pas ce que les gens vont faire. Donc il faut revenir de plus en plus à la simplification heureuse des choses et répondre à nos besoins avec ce génie extraordinaire de la simplicité. Moi, je considère que la simplicité relève d'un véritable génie. Après, on rentre dans la complexité. Mais la complexité nous entraîne dans quelque chose d'abord où la plupart des gens ne comprennent rien à rien, et ils sont otages. C'est vrai que la crise des subprimes était très compliquée à comprendre. Otages d'une logique. Et donc, du coup, finalement, la finance, eh bien, ça devient une espèce de truc primordial, alors qu'en fait, c'est la vie qui est primordiale, c'est pas le dollar. En tout cas, il y a une devise que vous n'aimez pas, c'est le temps, c'est de l'argent. Ah, je déteste ça. Le temps, c'est vraiment une chose magnifique dans laquelle s'inscrit notre petite destinée, qui est brève. Qu'est-ce que c'est qu'une vie humaine? C'est très très bref. Nous sommes là depuis 1 minute et demie à 2 minutes sur 24 heures sur cette planète. Une vie humaine, c'est très bref. Alors tâchons quand même de faire de cette vie brève quelque chose d'élégant, quelque chose de beau, quelque chose voilà, qui honore la vie et qui honore nos enfants. Et voilà. Bah écoutez, Pierre Rabhi, merci de nous avoir permis de réfléchir sur cette nécessité de sobriété. Et je terminerai sur un petit clin d'œil, c'est-à-dire votre aversion au port de la cravate qui, selon vous, que vous considérez comme un nœud coulant. Oui, j'ai travaillé comme employé de banque, un mauvais employé, parce que je n'ai pas totalement le sens de la finance. Et un jour, je suis en train de me préparer et d'avoir mis la cravate, nœud coulant. Tout d'un coup, ça m'a frappé. J'ai dit, plus jamais je ne porterai cet ornement. Voilà. Merci beaucoup. Merci Au revoir, à vous. Pierre Rabhi. Merci bien.